Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Sous la houlette du président Alassane Ouattara, plusieurs décisions ont été prises. Dans le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie, le gouvernement a donné son accord pour la prorogation et de l'exploitation du gisement pétrolier Baobab en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui ne reste pas en marge de la révolution numérique. Le Premier ministre Robert Bekremombe vient de lancer le projet Génie. C'est un projet qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat vert et la transformation numérique chez les jeunes. Plus de 45 000 jeunes seront formés dans le domaine. C'est une référence pour les militaires ivoiriens. L'hôtel des armées a été inauguré aujourd'hui par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Ce complexe bâti sur une superficie de 6 000 m² au cœur du plateau se dresse fièrement au sein de l'état-major des armées. Il allie confort et sécurité. Le verdict est tombé au Burkina Faso. 3 djihadistes ont été condamnés à la prison à vie. La justice les accuse d'avoir attaqué simultanément l'état-major des armées burkinabé et l'ambassade de France à Ouagadougou. C'était le 2 mars 2018. Cette double attaque avait fait 8 morts et 85 blessés. Bienvenue à RTI 1. Nous commençons tout de suite par le Conseil des ministres tenu ce mercredi. Les membres du gouvernement réunis avec le président de la République, Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs points, entre autres les réformes pour une administration publique performante. Le gouvernement a par ailleurs donné son accord pour la prorogation de l'exploitation du gisement pétrolier Baobab dans notre pays. Herman Guivé. 17 mesures générales, un projet de loi et 16 projets de décret, 5 mesures individuelles et 7 communications. Voici ce en quoi consistait le Conseil des ministres, présidé ce mercredi 26 février par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Améliorer les races animales afin de permettre un meilleur approvisionnement du marché local, tout en veillant au respect des mesures sanitaires. La Côte d'Ivoire épouse l'idée. Un projet de loi portant réglementation de l'amélioration génétique animale en Côte d'Ivoire a été adopté. Ce projet de loi vise à mettre à contribution les évolutions génétiques pour accroître la productivité et la rentabilité des élevages tout en veillant à garantir le développement, la conservation et la préservation des ressources zoogénétiques locales. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 2 décrets. Ces 2 décrets déterminent les règles communes de gestion de la carrière du fonctionnaire, de son recrutement à la fin de sa carrière, ses droits et autres avantages professionnels et fixent les règles particulières applicables à certains emplois en fonction de leur spécificité. Le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'engagement des contractuels, à l'exception des enseignants du supérieur et des chercheurs dans l'administration ivoirienne et les établissements publics nationaux, ainsi que leur rémunération. La prorogation de l'exploitation du gisement pétrolier Baobab pour la Société canadienne Natural Resources et la délivrance de permis de recherche minière validés au cours de ce Conseil des ministres. Le premier décret porte renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploitation du gisement pétrolier et gazier Baobab du bloc CI 40, détenu par un consortium conduit par la Société canadienne Natural Resources International Côte d'Ivoire, SARL. Cette société opère sur la base d'un contrat de partage de production signé en avril 1998 pour une durée de 30 ans. Le présent décret proroge le contrat d'une durée supplémentaire de 10 ans pour assurer à l'opérateur l'amortissement des investissements prévus sur la période 2025-2027 pour le développement de la phase 5 du champ pétrolier à hauteur de 1,12 milliard de dollars américains. Les 4 autres décrets portent attribution chacun d'un permis de recherche minière
2 permis de recherche valables pour l'or à la société ZS Ressources SARL dans le département de Daoukro, 1 permis de recherche valable pour le nickel et le cuivre à la société Gold Bond Ressources Minières Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Sipilou et de Danané, et 1 permis de recherche valable pour l'or à la société Shiba Mining SA dans le département de Touba. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Autre sujet abordé, l'exemption de visa de court séjour pour les détenteurs d'un passeport diplomatique ressortissant français et ivoirien en vue de consolider les liens d'amitié entre les deux pays. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté 2 décrets, l'un devant permettre la construction d'une zone industrielle dans la ville de Bouaké et l'autre devant aboutir à la mise en œuvre du projet Mabi, construction du Grand Marché de Bouaké. Un décret portant déclaration d'utilité publique du périmètre du projet d'aménagement et de construction de la zone logistique et industrielle de Bouaké, initié par le gouvernement pour soutenir la dynamique de développement socio-économique de cette commune. Le 2e décret adopté couvre les 3 parcelles contiguës d'une superficie globale de 31,6 hectares situées entre la cathédrale de Bouaké et le carrefour Ndouba. Ce site est affecté à la réalisation du projet de construction du Grand Marché de Bouaké, prévu pour mettre à la disposition des populations un espace commercial de qualité et restructurer le centre-ville de la capitale du Béké. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, un décret adopté en cours de Conseil des ministres pour la construction d'un village touristique dénommé Serena Village dans la commune de Marcory. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a adopté 6 décrets portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire en Équateur, en République islamique d'Iran, en République de Chypre et du Monténégro, en République du Tchad et en République d'Érythrée, avec résidence au Caire, en Égypte. Au titre des communications, il convient de retenir que l'examen des réalisations initiées par les ministères a permis de renforcer l'action gouvernementale, la participation du vice-président de la République aux travaux de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue les 15 et 16 février à Addis Abeba en Éthiopie, a été également abordée au cours de ce conseil, prochain conseil des ministres fixé au mercredi 12 mars 2025. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui est face à plusieurs chantiers. D'autres défis sont aussi à relever dans le domaine du digital. Justement, la Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de la révolution numérique. Le Premier ministre Robert Beukay-Mambéi vient de lancer le projet Génie. C'est un projet qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et la transformation numérique chez les jeunes. Et justement, plus de 45 000 jeunes seront formés dans le domaine. Nous explique Franco Adio et Ulrika Dongon. Génie, donc c'est... Auditorium de la primature, un aperçu du projet Génie, autonomisation économique des jeunes par l'entrepreneuriat vert et la transformation numérique en Côte d'Ivoire. C'est une initiative conjointe de l'Agence coréenne de coopération internationale, de l'Institut mondial pour la croissance verte DJI et l'État de Côte d'Ivoire. On le sait, le secteur économique d'un pays est basé sur son secteur privé. Et dans cet esprit, ce programme vise à fournir aux jeunes des outils, un espace d'innovation pour soutenir leur initiative de création entrepreneuriale verte et contribuer à la stimulation économique du pays. Ainsi, sous l'ancrage institutionnel de la primature, nous avons démarré il y a à peu près 18 mois l'élaboration de ce programme avec les orientations du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. La mise en œuvre de ce projet de financement de plus de 5 milliards de fonds CFA implique 6 ministères, dont l'éducation, l'enseignement supérieur et la jeunesse, ainsi que les collectivités. L'autonomisation des jeunes par l'entrepreneuriat vert et la transformation numérique est ambitieux et repose sur 3 axes fondamentaux. La mise en place de 35 centres digitaux dans les lycées et collèges, universités, dans les mairies et le district d'Abidjan et Grand Bassam, qui serviront de hub d'apprentissage, d'innovation et d'incubation. La formation de 45 000 jeunes aux compétences numériques et à l'entrepreneuriat vert pour leur permettre d'être des acteurs du changement et de la croissance. Et troisièmement, la création d'un fonds
et d'une académie de leadership vert. L'entrepreneuriat vert comme une priorité du gouvernement et le projet Génie qui englobe la période 2024-2027 est un creuset idéal pour la promotion de métiers verts impactants, comme le relève le chef du gouvernement. D'ici 2030, il nous faut investir dans des projets verts, c'est-à-dire des projets dans le domaine des énergies renouvelables, de l'agriculture durable, de l'économie circulaire, des transports propres et de la protection des écosystèmes en vue de stimuler la croissance économique tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un vivier très lourd qui offre d'énormes potentialités d'emploi. Il nous suffit de bien structurer la compréhension de l'économie circulaire pour en détecter les gisements qui se nichent dans l'économie circulaire, notamment dans le domaine de l'agriculture. L'emploi vert par le numérique dans 35 centres digitaux, une garantie d'emploi pour 45 000 jeunes, voire plus. L'idée est de libérer le potentiel de l'entrepreneuriat vert chez les jeunes de Côte d'Ivoire. Et les jeunes qui s'intéressent aussi à l'organisation des élections dans notre pays. Une élection apaisée, c'est l'objectif affiché. 200 meilleurs élèves du district autonome d'Abidjan ont visité aujourd'hui même les locaux de la commission électorale indépendante, CEI. Ces apprenants, vous allez le voir, se sont imprégnés des réalités de l'organisation des élections dans notre pays. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Sidoline Davila pour le témoignage. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs du district d'Abidjan. Les élèves du primaire et du secondaire, dès leur arrivée à la commission électorale indépendante, ont été orientés vers les sites essentiels de l'institution. Guidés par les membres de la commission, ils ont pu observer et comprendre les étapes de la préparation des élections. J'ai appris qu'au-delà des urnes et puis des isoloirs, la CEI est un symbole de paix pour notre pays. C'est pourquoi il faut participer aux élections. Les élèves ont également apprécié les échanges interactifs avec les membres de la commission centrale qui ont répondu à leurs nombreuses questions après la projection de films éducatifs. Même si nous ne sommes pas encore en âge de voter, nous savons désormais que notre implication dans la vie publique commence dès aujourd'hui par la curiosité, l'engagement et la volonté d'être informé. Au terme de cette journée de visite, la CEI et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se réjouissent d'offrir à ces brillants élèves une immersion enrichissante. On voudrait vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes les ambassadeurs de la CEI auprès de vos parents, auprès de vos amis. Vous avez appris beaucoup de choses et vous saurez faire la restitution. Au nom du président de la commission électorale et de l'ensemble des commissaires centraux, vous remercier d'avoir choisi notre institution pour cette première visite. L'objectif que nous avions assigné à votre visite, qui, elle, répondait à des objectifs spécifiques que vous-même vous avez identifiés au niveau de vos thèmes de référence, ont été atteints. Cette initiative des visites institutionnelles, qui est à sa première édition, est du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Voilà, la connaissance enrichie. Sachez que les élections sont aussi l'affaire du Conseil constitutionnel. La présidentielle d'octobre prochain se prépare activement. Donc, la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, souhaite une organisation parfaite. Eh bien, elle a reçu aujourd'hui même les membres de l'institution à qui elle a donné des instructions pour des élections apaisées. Alexis Ouedraogo. En octobre prochain, les Ivoiriens seront aux urnes pour choisir leur président. Au cœur de ce processus, le Conseil constitutionnel. Ce mercredi, sa présidente Chantal Nanaba Camara recevait ses collaborateurs. 2025 est une année électorale et le Conseil constitutionnel sera à la brèche, sous la feu de la rampe. Que Dieu, qui vous a placé à la tête du Conseil constitutionnel, vous donne la santé, la bonne santé et la sagesse nécessaire afin qu'au terme de votre office, aucune crise ne vienne prolonger les délais légaux de cette période électorale.
Pour la première femme doyenne des juges d'instruction en Côte d'Ivoire, aujourd'hui présidente du Conseil constitutionnel, l'heure est au sens élevé du devoir et à l'attachement aux valeurs républicaines. C'est un truisme d'affirmer que l'année 2025 est une année capitale pour notre pays. En effet, il s'agit d'une année électorale et notre institution est au cœur de ce processus. En 2024, la Côte d'Ivoire a organisé brillamment et remporté admirablement la Coupe d'Afrique des Nations. Je forme donc le vœu qu'en 2025, nous réussissions l'organisation parfaite de l'élection présidentielle. Chantal Nanaba Camara a pour finir engagé ses collaborateurs à jouer leur partition pour des présidentielles parfaites, gage de la consolidation de la démocratie et de la paix sociale. Voilà, je vous conduis dans une autre institution chargée, elle, de voter les lois. Justement, 2 projets de loi ont été adoptés en commission à l'Assemblée nationale. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Souleymane Derassouba a présenté, entre autres, un projet de loi fixant les règles d'attribution de parcelles pour l'activité industrielle dans notre pays. Le reportage de Konaté Moussa et Barnabé Konan. Les zones industrielles vont intégrer les biens immobiliers de l'État. Aussi, les parcelles occupées par les entreprises du secteur vont être mieux sécurisées. C'est l'une des réformes du projet de loi fixant les règles applicables aux zones industrielles et aux terrains destinés à l'exercice de l'activité industrielle. L'innovation majeure au niveau de ce test, c'est désormais l'institution en Côte d'Ivoire d'un nouvel acte administratif appelé bail emphytéotique à caractère industriel. Tout ceci pour permettre en fait de renforcer la sécurisation des investissements privés en Côte d'Ivoire, de pouvoir attirer dans notre pays des développeurs de zones industrielles et d'espaces consacrés à l'activité industrielle. Et le deuxième point concernant ce projet de loi, c'est de permettre en fait d'avoir des zones industrielles qui soient viabilisées et que les documents y afférents soient incontestables et permettent réellement de sécuriser tous les investissements qui seront faits dans ces différents espaces industriels. Le texte est adopté par la majorité des députés présents à cette séance. Les membres de la Commission des affaires économiques et financières donnent également leur accord pour le projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur le Code des investissements. Ce code d'investissement va participer à la délocalisation de certaines activités, notamment à l'intérieur du pays, pour renforcer l'équilibre régional en fait. Donc c'est un code d'investissement qui intègre également des nouvelles notions liées aux projets structurants, aux investissements verts, parce que la Côte d'Ivoire a pris des engagements internationaux. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, le Code des investissements vise à encourager les opérateurs économiques nationaux à continuer d'investir en Côte d'Ivoire. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui a pris tous ses engagements est au travail. C'est une référence donc pour les militaires ivoiriens. L'hôtel des armées a été inauguré aujourd'hui par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Ce complexe, bâti sur une superficie de 6000 m², est logé au cœur du plateau et se dresse fièrement au sein de l'état-major des armées. Il allie confort et sécurité, nous rapporte Souleymane Donisongo. Voici l'hôtel des armées, emblème de cohésion et d'excellence. Ces locaux sont visités par une importante délégation des forces de défense et de sécurité, conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima. Il est accompagné du chef d'état-major des armées, le général des corps d'armée, Lassina Doumbia, qui souligne lors de la cérémonie officielle d'inauguration l'importance de ce que représente cet établissement. Bien au-delà d'un réceptif hôtelier, cet établissement que nous inaugurons symbolise la pose d'une nouvelle pierre à l'édification de ce que nous nommons dans notre jargon militaire les forces morales. Une composante immatérielle, mais qui est essentielle à l'accroissement du potentiel opérationnel des armées. Il est aussi le reflet d'une ambition, celle d'une armée qui place le bien-être de ses membres au cœur de sa stratégie de performance. Cet édifice comporte 50 chambres, dont 4 suites, 19 chambres seniors, 16 chambres standards et 11 chambres doubles. Mais aussi des salles dédiées à d'éminentes personnalités qui ont contribué à la performance de l'armée ivoirienne.
Avant d'exhorter à son meilleur entretien et sa bonne conservation, le ministre d'État, ministre de la Défense, Teni Birahima, note la particularité de l'édifice, sorti des terres après 30 mois de labeur. Il a été financé grâce à une gestion rigoureuse des moyens de l'État mis à la disposition de nos structures financières, en l'occurrence la direction du commissariat des armées. Je voudrais vous demander de veiller en sorte que ce bel édifice continue donc de se placer parmi les réceptifs les plus prisés de la place d'Abidjan. Je voudrais vous inviter à faire en sorte que cet édifice soit bien conservé, bien géré. Ceci va de l'honneur des armées. Comportant tous les équipements multimédia des dernières générations et une salle de sport, l'hôtel des armées est aussi ouvert au grand public. L'antenne de la 3e région militaire à Boaké devra ouvrir ses portes dans quelques mois. Voilà, et plus loin en France, la Côte d'Ivoire rayonne aussi au Salon international de l'agriculture. Les défis de l'approvisionnement, bourse des produits agricoles, développement du riz local, formation, financement, bref, voilà autant de sujets qui meublent les échanges avec les investisseurs potentiels du SIA. L'objectif est d'améliorer les conditions d'exercice de la profession agricole. Lancine Bakayoko, envoyé spécial à Paris, en France. Avec le système de récépissé d'entreposage, les producteurs pourront mieux maîtriser la qualité et la quantité des produits stockés grâce à une traçabilité claire et transparente. Ce système sera porté par la mise en place de la bourse des matières premières agricoles. Nous sommes venus dire aux investisseurs que cette plateforme achevée est présente, elle est opérationnelle. Le caoutchouc naturel fait partie des spéculations ciblées par l'entreposage et la bourse, surtout que l'approvisionnement du marché européen en produits durables reste un défi. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui, avec 23 acteurs usiniers, du caoutchouc durable à hauteur de 1 150 000 tonnes. Alors que le marché européen, dans sa globalité, y compris le Royaume-Uni, est un marché d'1 100 000 tonnes aujourd'hui. Et donc le caoutchouc de Côte d'Ivoire, le caoutchouc durable, on voit qu'il couvre largement donc, ce marché européen. L'autre problématique, c'est le développement du riz local pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. En Côte d'Ivoire, nous avons des acteurs qui sont engagés, qui veulent passer à échelle dans le processus de production, mais qui ont besoin d'être accompagnés en termes de mécanisation. Donc le vrai défi, c'est vraiment la mécanisation. À Paris, le FIRCA est venu explorer les pistes de partenariat pour un meilleur accompagnement des filières agricoles. Nous venons ici également pour nous adresser à la diaspora, parce que vous savez que les Ivoiriens ont tous une relation particulière, une histoire avec l'agriculture, et qui ont besoin d'être rassurés qu'il existe des structures d'accompagnement pour leur permettre de réaliser leurs projets sur place. Toutes ces initiatives ne pourront montrer leur efficacité qu'avec des acteurs formés à la base aux questions agricoles. L'agriculture, l'élevage aussi, parce que nous avons deux filières dans ce sens-là. Et pour moi, c'est très important d'inculquer déjà ces bases-là à nos impétrants qui vont devoir crevâcher et travailler d'arrache-pied pour pouvoir se positionner dans tous ces deux domaines-là. Le monde agricole, c'est d'abord aller ensemble, mais c'est d'aller résolument à la passion, comme le président l'a dit, c'est-à-dire pour que ce métier apporte tous les rendements attendus. La concrétisation de toutes ces bonnes intentions devrait permettre de dynamiser davantage l'agriculture ivoirienne. On apprend des autres, n'est-ce pas? Et la Côte d'Ivoire s'inspire donc des exemples de réussite aussi. Et bien, de par leur forme exceptionnelle, leur rendement remarquable, les animaux, notamment les bœufs, les moutons et les porcs, sont les vedettes du Salon international de l'agriculture de Paris. Et bien, le ministère ivoirien des ressources animales et halieutiques s'inspire donc des bonnes pratiques là-bas aussi. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux sur place, Dangui et Adam Sangari. Dans son stand au Salon international de l'agriculture de Paris 2025, Jérémy montre sa proximité avec ses bêtes aux performances remarquables. Des animaux qui font à peu près en moyenne sur un élevage autour de 35 litres par jour et par vache. Après là on est sur des animaux qui sont plutôt en début de lactation, donc il y a certains animaux qui font plus de 50 litres de lait par jour. Cette race
de bœuf de Mathieu pèse plus de 600 kg à seulement 3 ans. Donc après, on estime qu'elle va faire autour de 65% du rendement de poids de carcasse, quoi. Tous deux sont unanimes. Ce rendement est le fruit de la recherche. Ah, ça, c'est beaucoup de génétique, beaucoup de rigueur sur la partie alimentation, sur le confort. Je ne sais pas si c'est une recette, c'est déjà beaucoup un travail sur la génétique, sur la sélection de la race charolaise. Après, voilà, on a plusieurs critères dans la race charolaise. Et quand on demande à cet expert du MIRA, ministère des Ressources animales et halieutiques, pourquoi n'avons-nous pas ces rendements en quantité et en qualité en Côte d'Ivoire? On a des facteurs qui font que chez nous, on a des difficultés pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Il y a d'abord la pression pathologique. Il y a des maladies que nous avons qu'ils n'ont pas ici. Donc il faut maîtriser cette pression pathologique. Et puis quand on rentre maintenant dans la génétique, c'est-à-dire comment faire pour avoir des races qui vont vous donner 40 litres de lait par jour contre 2 ou 3 que nous avons chez nous, c'est sur plusieurs années. N'empêche que les perspectives sont bonnes, selon lui. Avec la politique nationale de développement de l'élevage et de l'aquaculture, on a mis en place ProBovine qui va nous permettre d'atteindre aussi un certain niveau de production en matière de viande pour avoir des charolais qui sont ici, qui pèsent plus d'1 tonne. Avec ces plateformes de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'élevage, le Salon international de l'agriculture de Paris est un levier pour la Côte d'Ivoire en vue d'endiguer sa dépendance de l'extérieur en protéines animales qui lui coûte plus de 700 milliards de francs CFA par an. Voilà, ces exemples de réussite devraient impacter davantage notre pays, précisément le Centre ivoirien anti-pollution qui a été informé hier mardi de mortalité de poissons et d'émanations d'odeurs fortes provenant des lacs situés devant le palais de la présidence de Yamoussoukro. Mais quelles sont les causes de cette situation et les actions entreprises? Notre reporter Grace Kando s'est rendu dans les locaux du Centre ivoirien anti-pollution pour mieux comprendre. Voici le lac numéro 2 de la ville de Yamoussoukro. Celui-ci situé à proximité de la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny. Sur ces images amateurs, des poissons morts. Et dans l'air, une forte émanation d'odeurs nauséabondes avec la présence de mousse. C'est des sources de pollution. Sont-elles intentionnelles ou ce sont des sources de pollution issues donc de drainage, soit de produits chimiques toxiques qui ont contaminé ces lacs. Il y a une mission du CIAPOL déjà sur les lieux pour faire des prélèvements et à l'issue des analyses chimiques de laboratoire qui seront faites, nous serons mieux situés. Mais le constat est qu'il y a une mortalité des poissons, tous ces poissons qui sont en putréfaction, en train de très mauvaises odeurs dans la ville de Yamoussoukro qui vont jusqu'à la basilique. Yamoussoukro vraiment est plongé dans une évasion d'odeurs qui est issue de la putréfaction de tous ces poissons qui sont morts sur ces lacs. Ce mercredi, une réunion de crise a eu lieu à la préfecture de Yamoussoukro. La sécurisation du périmètre des lacs concernés par les cas de pollution et la sensibilisation des populations sur la non-consommation des poissons sont entre autres mesures arrêtées. La coopération culturelle porte aussi ses fruits. En marge de la 29e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le chef de la délégation ivoirienne qui représente la ministre de la Culture et de la Francophonie, Yensié, a été reçu aujourd'hui même par le ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Ils ont bien sûr évoqué le renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays. Envoyés spéciaux à Ouagadougou, Issa Tchonayo, Ibrahim Touré. Le directeur des cabinets adjoints au ministère de la Culture et de la Francophonie, Yensié, chez le ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Il était porteur d'un message de la ministre Françoise Remarque. Au menu des échanges, la coopération culturelle entre les deux pays. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, du point de vue culturel, datent de plusieurs décennies. Pour dire qu'il y a des interactions permanentes au niveau de la culture qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On ne peut donc pas être à Ouaga sans passer voir M. le ministre pour lui transmettre les salutations de Mme la ministre de la Culture et de la Francophonie. C'est ce qui a été fait. M. le ministre est très heureux de cette démarche et salue l'initiative aussi de Mme la ministre
qui contribue à renforcer les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais surtout ça met en exergue la dimension culturelle qui doit être toujours au devant de tout. Et Madame la ministre souhaite l'inviter à venir en Côte d'Ivoire pour participer à ces activités, de voir de près comment il y a vraiment cette symbiose-là entre tous les acteurs qui vivent en Côte d'Ivoire, tant burkinabés qu'ivoiriens. Aux côtés des Yensié se trouvait Oné Dedo, directeur du Palais de la Culture de Tricheville, et Lisson Diomandé, directrice de l'ONACI, Office national du cinéma des Côtes d'Ivoire. Voilà, on reste au Burkina Faso pour conclure ce JT. Le verdict est tombé aujourd'hui même. 3 djihadistes ont été condamnés à la prison à vie. La justice les accuse d'avoir attaqué simultanément l'état-major des armées burkinabais et l'ambassade de France à Ouagadougou. C'était le 2 mars 2018. Cette double attaque avait fait 8 morts et 85 blessés. L'opération avait été revendiquée par un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Que la paix règne partout dans ce monde. Je vous retrouve demain 20h, mais à 13h, retrouvez Marine Cognan. Très belle soirée.